Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'écouter François. Les recours pour empêcher l'extradition vers l'Amérique du journaliste et lanceur d'alerte Julian Assange sont bientôt tous écoulés. Nous sommes aujourd'hui avec son demi-frère, demi-frère du fondateur de Wikileaks, qui est aussi le producteur du film documentaire Ithaca, le combat pour libérer Assange, dans lequel on suit la famille recomposée de Julian Assange, avec le combat notamment de son père et de sa femme, Stella, pour le faire libérer d'Angleterre, où il est toujours enfermé depuis 2019. Bienvenue Welcome, Gabriel et Gabriel, merci and d'être avec thank nous you sur for notre being on our chaîne. media. Comment êtes-vous So, devenu how did you producteur become du producer film? of the movie? C'est mon parcours. Je suis producteur de films. Je produis généralement des films dramatiques, des films avec scénario, des acteurs, des accessoires, des décors. Mais c'est en 2019, lorsque je suis allé voir Julian à l'intérieur de la prison, j'y suis allé avec le journaliste John Pilger et mon père, John Shipton. C'est lors de cette visite que nous avons trouvé Julian très... Je ne l'avais jamais vu comme ça auparavant. Et il était très angoissé, très émotif, très angoissé. Il était alors détenu dans l'aile sanitaire de la prison, que les prisonniers appelaient l'aile de l'enfer, un isolement total. Ce jour-là, j'ai quitté la prison avec l'impression que je ne reverrai peut-être jamais Julian. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me demander comment je pouvais apporter ma contribution, mes compétences de producteur de film pour contribuer à la campagne de libération de Julian. À ce moment-là, en tant que famille de Julian, nous comprenons son histoire et ce qu'il traverse, car nous sommes très proches. Et je voulais raconter cette histoire. Je voulais raconter l'histoire de Julian à travers les personnes qu'il aime, à travers les personnes qu'il aime le plus et leur combat pour le libérer et, je l'espère, toucher le public d'une manière différente, d'une manière émotionnelle. Car on dit souvent dans le cinéma qu'il faut d'abord ouvrir le cœur et ensuite l'esprit. C'est vraiment ce que je voulais faire et ce que nous avons entrepris de faire en réalisant ce film. Pour rappel, Julian Assange a donc révélé en 2010 des millions de documents, comme des crimes militaires du gouvernement américain en Afghanistan ou des scandales de corruption ou dans la finance. Il est menacé d'extradition vers les États-Unis, où il pourrait finir sa vie, car il est accusé d'espionnage de gouvernement, alors qu'il a fait un travail journalistique. Avec cet argument, à quoi pensez-vous lorsque vous entendez qu'il est accusé d'espionner le gouvernement? Qu'est-ce que cela signifie? Et que souhaitez-vous dire aux gens aujourd'hui? Je pense qu'informer les gens sur ce que les gouvernements font en leur nom, c'est du journalisme. C'est le pilier central de la démocratie. Sans cela, la démocratie ne fonctionne pas. Si nous ne pouvons pas comprendre ce que nos gouvernements font avec le pouvoir que nous leur déléguons lorsque nous votons, avec l'argent qu'ils nous prennent sous forme d'impôts, si nous ne pouvons pas comprendre ce qu'ils font par le biais du journalisme, de la publication, alors vivons-nous vraiment dans une démocratie ? Lorsque nous commençons à classer les journalistes et les éditeurs dans la catégorie d'espions, la démocratie devient une plaisanterie. C'est une technique souvent utilisée dans les régimes totalitaires. Certains pays ont des prisons spéciales pour les journalistes où ils les envoient tous et les enferment. Mais pour moi, c'est ce que cela signifie. C'est un énorme signal d'alarme. Lorsque les journalistes et les éditeurs commencent à être traités d'espions, cela signifie que la démocratie est en voie de disparition. C'est une censure? C'est une façon d'attaquer les gens qui veulent faire un travail journalistique? Oui, c'est exactement ça. Et ils les traitent d'espions.
Ensuite, ils disent « Vous n'êtes pas un journaliste », ce qui, nous le savons tous, est une véritable plaisanterie. N'importe qui peut être journaliste. Ce genre de définition de ce qui est vrai, de ce qui ne l'est pas, de la véracité ou de l'origine des informations est de plus en plus courant de nos jours. Les gens disent que ces informations proviennent d'un piratage informatique et cela le rend moins vrai. C'est une véritable plaisanterie. Tout le monde sait que les informations piratées sont parmi les meilleures qui nous parviennent. Ce type de définition de l'information et de sa provenance est souvent utilisé pour détourner l'attention de ce qui se trouve réellement à l'intérieur de l'information, de la corruption que l'information expose. Neil Melzer, dans le film, le dit très bien. Julian a braqué les projecteurs sur eux. Il a braqué les projecteurs sur eux, sur ces institutions corrompues, ces individus corrompus, ces meurtriers, ces tortionnaires. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont retourné le projecteur, ils l'ont braqué sur lui en lui disant « Tu es un espion ». C'est vous qui êtes corrompus, alors qu'en réalité, tout ce qu'il a fait, c'est dénoncer leurs crimes. Vous nous avez dit que vous avez vu Julian dans sa prison, où il se trouve depuis 2019 en Angleterre. Vous l'avez vu souffrir. Était-ce important pour vous, avec ce film, de montrer sa famille, de rappeler que lorsque les gouvernements font cela à des gens, ils le font à des êtres humains? Oui, certainement. C'est quelque chose que nous avons intentionnellement cherché à faire. Montrer au public comment Julian est un père et comment il élève ses enfants depuis la prison. Comment il communique avec sa femme Stella depuis la prison pour nous faire comprendre ce qu'est la vie quotidienne de Julian et aussi de percer les années de diabolisation qu'il a subies. Il a été privé de sa visibilité. Il n'a pas pu assister à ses audiences au tribunal, il n'a pas pu se présenter au tribunal depuis le 6 janvier 2021. Il a été emmené, placé dans cette cellule de prison, déshumanisé. L'une des techniques de torture qu'il subit est la déshumanisation. Cette technique consiste à prendre une personne et à la rendre moins humaine. Nous voyons cela de plus en plus souvent. Vous la traitez d'animal, d'espion ou de violeur, et vous essayez de la déshumaniser pour que ce que vous lui faites paraisse acceptable à l'ensemble de la population. Dans ce film, nous avons essayé d'inverser la tendance pour que les spectateurs apprennent à connaître Julian d'une manière différente. Et j'espère qu'ils verront aussi un peu le sens de l'humour de Julian dans le film, parce qu'il a le sens de l'humour très noir, très noir. Je dis dans mon introduction que le temps est compté pour libérer Julian Assange avec les recours légaux qui sont encore possibles. Avant de parler de cela, le film Ithaca est sorti en octobre dernier en France. Mais nous avons entendu dire qu'il avait eu un grand impact en Australie. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Parce que l'aspect humain du film qui a vraiment touché les gens et qui ont demandé aux politiques de faire quelque chose. Et cela s'est passé juste avant les élections fédérales de 2022. Oui, le film Ithaca a vraiment changé la donne en Australie. Il a été diffusé à la télévision, sur la chaîne publique ABC. Et il a vraiment changé la façon dont les gens percevaient cette affaire, ou changé la façon dont les gens voyaient Julian.
et leur a donné un lien personnel. Ils ont commencé à comprendre ce qui se passait. Il s'agit d'un être humain. Rien de tout cela n'a de sens. Une fois que l'on a creusé ou même gratté un peu la surface, le fait de pouvoir montrer cela à un large public en Australie a vraiment changé la donne. Et désormais, le Premier ministre australien plaide en faveur de Julian. Plus d'un tiers du Parlement australien a signé. La lettre la plus récente a été signée par plus d'un tiers du Parlement australien. Nous avons même une délégation de parlementaires australiens, un de chaque parti, totalement bipartisan ou non, un de gauche, un de droite, un de la vraie gauche, un de l'extrême droite. Tous se sont rendus à Washington pour plaider en faveur de la libération de Julian Assange. Et cela n'est pas seulement dû au film, mais aussi à la campagne acharnée qui a été menée en Australie. Mais le film a sans aucun doute permis d'établir un lien avec des personnes qui n'auraient pas forcément pensé à des questions telles que la liberté de la presse ou la liberté d'expression, et d'établir un lien avec le côté humain des droits de l'homme fondamentaux auxquels une personne peut prétendre. Et je pense qu'il était très important de faire le lien avec le cas de Julian. C'est très intéressant parce qu'en France, il y a vraiment cette division. Lorsque les gauchistes s'emparent d'un sujet, les gens de droite ne suivent pas vraiment le sujet. Aujourd'hui, c'est vraiment un sujet de gauche en France que de vouloir libérer Julian Assange. Mais en France, politiquement, c'est encore un sujet de peu d'importance. Donc, c'est intéressant qu'en Australie, ça ait pris beaucoup d'ampleur. Mais pourquoi ça a pris 14 ans ? Presque 15 ans. Parce que Julian est menacé depuis 2010. Il est australien. Pourquoi, selon votre analyse, cela a pris 14 ans en Australie ? Je pense, comme vous l'avez dit, que cela dure depuis de nombreuses années. En 2016, il semblait que Julian allait quitter l'ambassade équatorienne. Il y a passé 7 ans. Mais en 2016, le groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire a rédigé un rapport qui concluait que Julian était détenu arbitrairement. L'enquête suédoise touchait à sa fin. Mais ensuite, je pense que Julian a publié le Vault 7, les câbles, les fuites du Vault 7 plutôt. Et ces fuites ont été incroyablement préjudiciables à la communauté du renseignement aux États-Unis. Elles ont montré qu'ils espionnaient les téléphones des dirigeants mondiaux, qu'ils étaient capables de pirater les téléphones des dirigeants mondiaux. Ils étaient en mesure de pirater les téléviseurs des gens chez eux. Et non seulement ça, mais ils ont perdu le contrôle avec ces outils. C'était donc très embarrassant pour Julian. Et c'est à ce moment-là que nous avons vraiment vu cette campagne s'intensifier contre Julian. C'est en 2017 que Mike Pompeo, qui était alors à la tête de la CIA, est sorti et, dans son premier discours, a clairement indiqué qu'il allait s'en prendre à Julian. Il allait s'en prendre à Wikileaks. Et c'est à peu près à cette époque qu'à l'intérieur de l'ambassade équatorienne, de nouvelles caméras ont été installées, ainsi que des dispositifs d'écoute. Il est désormais public qu'à l'intérieur de l'ambassade d'Équateur, Julian était espionné. La société de sécurité espagnole, qui était censée le protéger à l'ambassade, est en fait devenue un bras de la CIA. Ils espionnaient ses rencontres avec ses avocats et ses médecins et renvoyaient ces informations aux États-Unis tous les 15 jours. C'est ce qui ressort d'un procès en Espagne.
mais aussi d'un très long article citant 30 anciens et actuels membres de la communauté du renseignement à Washington. L'article de Yahoo News a été publié le 21 septembre. Cela a donc été confirmé. Et Mike Pompeo, alors directeur de la CIA et plus tard directeur du département d'État, a déclaré que toutes les sources de cet article devraient être poursuivies. Il a donc confirmé par inadvertance que c'était son organisation qui espionnait Julian. Il y a même eu des complots pour kidnapper Julian, pour l'assassiner. Cette intensification de la poursuite de Julian a donc beaucoup changé l'opinion publique, je crois. Au fur et à mesure que ces choses sont apparues, que cette corruption totale a été révélée, les gens ont commencé à voir jusqu'où ces personnes étaient prêtes à aller pour avoir Julian. Et lorsque l'acte d'accusation est tombé en 2019, tout le monde a pu le lire. Les gens ont pu lire par eux-mêmes que le ministre de la Justice des États-Unis accusait Julian Assange d'espionnage pour avoir publié des informations dans l'intérêt du public. L'opinion publique a commencé à changer à ce moment-là. Une fois que tout était là, clairement écrit par le ministère de la Justice, cet espionnage, ces complots pour kidnapper Julian, pour l'assassiner, tout était public. Tout cela a joué en faveur de Julian dans un sens, pour changer l'opinion publique en sa faveur. Et au fur et à mesure que le temps passe, les faits de cette affaire montent en puissance. Et les mensonges s'enfoncent de plus en plus. Nous espérons donc que Julian pourra s'accrocher suffisamment longtemps pour que l'opinion publique puisse vraiment le libérer. Pour rappel, Julian Assange pourrait, s'il est extradé aux États-Unis, être condamné à plus de 100 ans de prison. C'est une menace réelle. Nous avons dit précédemment que le temps était compté pour libérer Julian Assange. Et que pouvez-vous nous dire à ce sujet ? Parce que les recours juridiques sont presque tous épuisés. C'est exact. Une audience est prévue à Londres les 20 et 21 février. S'il perd cette audience, c'est fini pour lui devant les tribunaux du Royaume-Uni. Il n'y a plus de recours juridique possible. Il demandera à la Cour européenne des droits de l'homme, en vertu de l'article 39, d'arrêter l'extradition si les tribunaux se prononcent contre lui. Et si cela se fait, il y aura alors une procédure devant les tribunaux européens. Mais le temps presse vraiment pour Julian. Et après cette audience, s'il perd, il n'y a plus d'option devant les tribunaux britanniques. Nous savons que par le passé, des avions ont attendu Julian sur le tarmac pour l'emmener le plus vite possible. Qu'ils ont fait même des plans pour procéder à cette extradition et le faire sortir du Royaume-Uni le plus vite possible, s'il perd en février. Il faut savoir que cela fait 14 ans qu'il est au Royaume-Uni. J'imagine qu'avec cette affaire de liberté de la presse, qui a attiré l'attention du monde entier à Londres, j'imagine qu'ils veulent s'en débarrasser assez rapidement. Vous avez parlé tout à l'heure de l'opinion publique positive. Nous avons reçu Ben Lawrence, le réalisateur du documentaire sur cette chaîne. Il nous a parlé des petites actions que les gens pourraient mener. Parce que je lui ai dit qu'en France, par exemple, Julian Assange est une figure vraiment positive et les gens sont positifs pour lui. Mais ils n'agissent pas, ils ne vont pas manifester ou ils ne vont pas s'asseoir devant une ambassade. Je ne dis pas ce que les gens doivent faire, mais
Je me demande, et je vous pose cette question, vous avez vu beaucoup de gens qui veulent manifester pour que Julian Assange soit libéré. Donc, que pensez-vous que les gens puissent faire par une petite ou une grande action pour aider votre frère? Je pense que si vous regardez ce qui s'est passé dans d'autres régions d'Europe, et en particulier en Italie, vous verrez que cela s'est passé au niveau très local, au niveau de gouvernements locaux, où Julian a été nommé citoyen. Il doit y avoir une vingtaine de villes en Italie. Et toutes ces petites villes, même si elles ont un petit conseil, un petit gouvernement local, ont décidé de donner à Julian la citoyenneté de leur ville. Et cela se développe. C'est Naples, c'est Rome, c'est Milan, c'est Turin. Il s'agit donc d'un phénomène intéressant que nous avons observé. L'engagement avec le gouvernement au niveau local, au niveau des conseils municipaux, a eu un impact en ce sens que les gens ont plus de liens avec le gouvernement et le conseil municipal et qu'ils peuvent avoir plus d'influence. C'est un phénomène intéressant que nous avons observé. Mais nous encourageons toujours les gens à participer au processus démocratique. Faites part de vos préoccupations à vos représentants. Soutenez les représentants qui soutiennent publiquement Julian, etc. Signez des pétitions, faites des dons si vous pouvez vous le permettre, participez à des rassemblements. Toutes ces petites choses, elles construisent et construisent, puis elles deviennent énormes. Ce que nous avons vu dans le cas de Julian avec ce mouvement mondial. Même le pape a rencontré la femme de Julian à la fin de l'année dernière. Toutes les petites choses que nous pouvons faire, qu'il s'agisse de parler à nos voisins, de parler à notre famille avec de bonnes informations, ou de nommer Julian citoyen de votre ville, contribuent toutes à la lutte pour le libérer. Il y a donc beaucoup de petites actions. Mais c'est intéressant parce que vous pouvez écrire à votre député en France. Vous pouvez leur écrire pour qu'ils prennent leurs responsabilités et soutiennent des sujets. Donc oui, cela peut être une bonne action en France. Avant de conclure cette interview, en ce qui concerne l'aspect familial, comment s'est passé le moment où vous avez vu Julian avant Wikileaks? John est son père biologique, mais Julian n'a pas grandi avec lui. Comment s'est passée votre histoire avec Julian? Oui, comment était-il avant Wikileaks? Oui, j'ai beaucoup de bons souvenirs. J'ai vraiment appris à connaître Julian quand j'avais... Il a 11 ans de plus que moi. Donc, j'ai vraiment appris à le connaître quand j'étais adolescent, à la fin de mon adolescence. Il venait rester avec nous. Il est même resté avec moi. Je vivais dans une maison en colocation avec 5 amis et Julian venait, il restait. Il travaillait sur l'ordinateur toute la nuit et faisait toutes sortes de choses comme ça. Même à l'époque, beaucoup de bons souvenirs. Vous étiez proches? Oui, nous sommes devenus proches au fil des ans. Et j'ai de bons souvenirs de Julian et de ce que nous faisions ensemble. Il nous rendait visite, ou me rendait visite à Sydney, restait avec nous. Et j'apprenais à le connaître à cette époque. C'était une période plus simple. Oui, c'était bien. J'y repense avec beaucoup d'affection. J'ai beaucoup de bons souvenirs de cette époque, de balades à vélo et autres. Je l'ai toujours admiré comme quelqu'un de très intelligent, mais aussi de très attentionné et aimant.
Il n'hésitait jamais à vous donner de son temps. Il vous donnait toujours de son temps. Beaucoup de ses amis le disent aussi. Cela s'est poursuivi même lorsqu'il travaillait pour Wikileaks. Il était toujours très généreux avec son temps. Il adorait parler et rester éveillé toute la nuit pour discuter de tous les sujets possibles et imaginables. Un sens de l'humour qu'il a encore à ce jour. Que s'il le perdait, il aurait beaucoup de mal en prison. C'était un bon frère. Oui, nous avons passé de bons moments. C'était une époque plus simple pour nous à l'époque. C'était beaucoup moins compliqué. Mais même lorsque je vais le voir en prison, nous rions et nous plaisantons. Nous avons toujours ce lien et nous sommes toujours capables de parler, même si la situation est très mauvaise. Nous pouvons tout de même nous remémorer le bon vieux temps. Avez-vous vu qu'il pouvait devenir le directeur de quelque chose comme Wikileaks? Avait-il cette force ou quelque chose comme ça? Oui, certainement. Julian a toujours lutté contre l'injustice en utilisant ses connaissances technologiques et sa compréhension d'Internet pour y parvenir. Au tout début, c'était surtout du piratage. Puis Wikileaks, quand il utilisait une technologie de décryptage et l'architecture de l'Internet, cette sorte d'arbitrage juridictionnel, pour être capable de publier en utilisant le Bitcoin comme technologie de traitement des paiements. Il a toujours essayé de combiner ses connaissances et ses compétences pour améliorer la justice dans le monde. Et il a toujours travaillé sur différents projets pour y parvenir. Avec Wikileaks, il a pris son envol et est devenu mondial, énorme. Mais avant cela, il était toujours en train d'expérimenter, d'essayer de trouver ce qui fonctionnerait. Comment pouvons-nous protéger les sources à l'aide du cryptage ? Par exemple, il avait un programme de cryptage appelé Rubber Hose Encryption. Il s'agissait d'un des premiers programmes utilisés qui comportait plusieurs couches de cryptage. Ainsi, si vous étiez un journaliste, une source, et que vous essayiez de vous échapper avec des informations, mais que vous étiez capturé et torturé, vous pouviez donner un mot de passe, mais cela n'ouvrirait qu'une seule couche. Les autorités croiraient que cette couche était la seule. Mais les autres informations seraient cachées en dessous. Julian a donc développé cette méthode pour protéger les sources et les journalistes. Et c'était avant Wikileaks. Il est donc toujours en train de réfléchir à la manière de procéder, comment utiliser la technologie pour accroître les connaissances des gens et les informations qui nous permettraient de prendre de bonnes décisions au sujet de notre gouvernement. Et si vous comparez Julian à tous les Mark Zuckerberg de ce monde, ou au type de Google qui sont apparus à la même époque, regardez ce qu'ils ont décidé de faire avec cette technologie qui était disponible. Comment ont-ils décidé de l'utiliser? Et comment Julian a-t-il décidé de l'utiliser? Je pense que c'est une très bonne comparaison de l'intégrité de ces personnes et de la force de caractère de Julian Assange et des autres personnes qui avaient les mêmes capacités que lui. A-t-il parlé de sujets de société? En quoi était-ce important pour lui l'aspect de la justice? Il avait beaucoup de compassion pour les gens qui souffraient. Pour moi, il a toujours été comme ça, très compatissant, très compréhensif. Il est capable de se mettre à la place des autres très facilement. Et c'est grâce à cela qu'il pensait que nous communiquer ces informations permettrait d'accroître la justice dans le monde. Ces crimes seraient révélés et cette souffrance prendrait fin. Et il avait raison.
En nous communiquant ces informations, il a mis fin à des guerres. Ces informations ont mis fin à des guerres. Elles ont mis fin aux souffrances de millions de personnes en Irak. Il a été en mesure d'exprimer ce sentiment que nous ressentons tous au plus profond de nous-mêmes. Nous ressentons tous de la compassion pour les enfants qui souffrent, pour les mères ou les pères qui ont perdu des enfants ou des êtres chers. Il a été capable de prendre ces sentiments et de les transformer en quelque chose qui mettrait fin à la souffrance en utilisant ces outils. Je suis toujours étonnée et je l'aime énormément. Et je suis toujours étonnée de ce qu'il a pu accomplir dans sa vie jusqu'à présent. C'est intéressant que vous parliez de l'aspect justice, parce que je ne comprends pas vraiment, si je sors de mon travail journalistique, je ne comprends pas comment les gens peuvent être accusés d'espionnage. Et pour en revenir au sujet que nous avons abordé au début de l'interview, quand vous avez vu ce qu'il a révélé, car il est naturel de le révéler quand vous avez cette information, parce que si vous ne le faites pas, cela peut ternir vos valeurs de justice. Cela peut vous porter préjudice si vous ne les révélez pas. Il est donc important qu'il ait fait. Et dernière question, parce qu'il est tard et nous devons vous laisser partir. Mais juste avant, comment trouvez-vous son état mental après 5 ans maintenant en prison? Vous l'avez vu? Comment fait-il pour tenir le coup? Il s'accroche. Il s'accroche. Mais où trouve-t-il sa force? En grande partie de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur, en sachant que des gens se battent pour lui à l'extérieur. J'ai parlé à de nombreux prisonniers politiques et à des proches de prisonniers politiques. Ils disent tous la même chose. Ce qui leur permet de tenir, c'est de savoir qu'il y a des gens qui se battent pour leur liberté. L'une des principales choses dont nous parlons toujours avec Julian est ce qui se passe. Comment la citoyenneté à Rome, ou ce genre de choses. Nous venons de faire cette interview avec vous et nous allons aux États-Unis le mois prochain pour faire du lobbying au Congrès. Il y a de grands groupes là-bas, ainsi qu'à Londres. Il y a une grande manifestation à Londres. Lui dire toutes ces choses et lui donner ces informations, mais ça lui permet vraiment de continuer. Savoir qu'il y a des gens dans le monde entier qui se battent pour lui, qui prennent son combat et le font leur, c'est ce qui le fait avancer. Nous pouvons le voir comme un média, comme beaucoup de gens qui veulent le mettre en prison. Et je pense qu'ils ont peur qu'il devienne comme la personne de Nelson Mandela, qui était en prison encore dans les années 80. Il est devenu une figure d'un mouvement pour changer le monde, pour changer un système, pour changer un pays. Beaucoup de gens qui ne veulent pas que les choses changent ont peur qu'il devienne ce type de personnage. Qu'en pensez-vous ? Je pense que les gens ont mis Julian en prison parce qu'ils avaient peur. Ils ont peur d'être exposés. Ils ont peur des outils qu'il a créés, que cela perturbe ces structures de pouvoir qui ont été développées au fil des ans et qu'ils soient embarrassés. Ils aiment prétendre qu'ils n'ont commis aucun de ces crimes, n'est-ce pas? Ils aiment aller à des dîners
manger des desserts, rire et ne pas parler des enfants qu'ils ont assassinés ou des personnes qu'ils ont torturées. Je pense donc qu'ils ont peur d'être démasqués. Je ne sais pas si Julian représente encore une menace pour eux. Il est la figure de proue de ce mouvement mondial. Et je pense que c'est ce qui le libérera. Vraiment, c'est ce mouvement, ces gens, c'est ce qui libérera Julian. Mais je ne pense pas que nous devions avoir peur de cela ou que quiconque doive avoir peur de cela. C'est bien, je trouve. Le changement qu'il a apporté est bénéfique pour nous en tant que personnes, en tant que société. Nous regardons maintenant beaucoup ces institutions médiatiques. Nous les regardons avec la méfiance qu'ils méritent, ce qui n'était pas le cas auparavant. Je pense donc que la société en a beaucoup profité. Vous pouvez voir ces anciennes structures de pouvoir s'effondrer. Elles continuent de s'effondrer. Et Julian finira par être libre. Il n'a pas d'État à diriger comme Nelson Mandela, mais peut-être sera-t-il à la tête de quelque chose d'autre. Nous sommes sûrs que le frère veut juste, comme le film Ithaca, qui signifie le retour à votre ville, à sa ville, dans la mythologie grecque, eh bien je suis sûre qu'en tant que frère, vous voulez juste revoir votre frère en bonne santé. Oui, qu'il revienne à la maison, auprès de ses enfants et de sa famille. Gabriel Shipton, merci d'avoir pris le temps de nous parler sur notre chaîne. Les Français peuvent aller voir le film sur le site internet. Je vais le mettre juste en dessous de l'écran pour que vous puissiez accéder au lien. La production a lieu dans de nombreux endroits en France, mais surtout dans des endroits indépendants. Comme vous l'avez mentionné au début, quelqu'un qui a révélé la vérité ne mérite pas de passer le reste de sa vie aux États-Unis. Et s'il est extradé aux États-Unis, cela pourrait être une véritable crise pour ce que nous souhaitons en tant que démocratie aujourd'hui. Et je vous remercie à nouveau. C'est moi qui vous remercie. Et merci à tous d'avoir regardé cet entretien. Vous pouvez aller sur francoir.fr/soutien pour nous soutenir, puisque Julian Assange n'est pas le seul média avec Wikileaks à être attaqué. Aujourd'hui, c'est la liberté de la presse qui est en danger. Et chez nous, c'est pareil, nous avançons uniquement avec les lecteurs. Donc vous pouvez aller sur francoir.fr/soutien. À bientôt. Bye. Au revoir, Gabriel. Au revoir. Bye.